La Russie se dit prête ce matin à trouver des solutions diplomatiques, mais ses intérêts et sa sécurité ne sont pas négociables. C'est ce que dit Vladimir Poutine. Réaction donc du président russe aux sanctions annoncées hier par les États-Unis et par l'Union européenne. On en parle ce matin avec Catherine Gentil qui est toujours avec nous, avec Jean-Éric Brana et le général Trinquant qui sont toujours là aussi. Bonjour Pierre Laurin. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes journaliste, écrivain, spécialiste de l'URSS, du monde post-soviétique et de la Russie, auteur notamment de l'Ukraine, une histoire entre deux destins. Avant de vous entendre, direction Kiev ce matin où se trouve Mickaël Guilleux pour LCI et où l'on se prépare très clairement à la guerre, Mickaël. Oui, effectivement, on sent que l'inquiétude est en train de monter. On sent que l'inquiétude et la situation est en train de se tendre. Le président ukrainien, il avait commencé à en parler hier, et bien il l'a annoncé ce matin. Il appelle à la mobilisation des réservistes. Alors attention, c'est pas encore la mobilisation générale. Il ne s'agit que des volontaires, ceux qui s'étaient inscrits. Et puis, il a appelé aussi ses ressortissants à quitter immédiatement le territoire russe. Ça montre bien qu'il sent que le danger est en train de monter. Depuis hier, les messages des autorités, ils étaient de plus en plus alarmants. Il y a quand même le ministre de la Défense qui a déclaré « l'Ukraine va connaître de nouvelles pertes, de nouvelles épreuves ». C'est très affirmatif et c'était aussi certainement une manière de préparer les citoyens ukrainiens, de leur dire le pire est peut-être à venir. Merci Mickaël. Mickaël, donc à Kiev avec Alexandre Godin pour LCI. Mon général, lorsque l'on mobilise les réservistes, lorsque l'on demande à ses ressortissants présents dans le pays, j'allais dire adverse, de rentrer immédiatement, qu'est-ce que ça veut dire sur un plan militaire ? Et ça veut dire qu'effectivement, on se prépare à une action militaire forte. Alors jusqu'à quel niveau, je ne sais pas, mais en Ukraine, de la part des forces russes. C'est un changement d'attitude radical de Kiev. Hein. Le président ukrainien, la semaine dernière, était plutôt... il cherchait à temporiser les choses. Il cherchait à ne pas affoler. Là, on voit bien que les renseignements fournis par les Américains la semaine dernière étaient exacts, à la date près, mais l'action était là. Et le président Biden a rappelé hier qu'une action d'envergure allait avoir lieu. C'est intéressant de voir qu'une des premières visites qui a été faite à Moscou tout à fait au début de la crise, c'est le chef de la CIA qui est venu expliquer aux Russes qu'en gros, il savait ce qui allait se préparer. Donc aujourd'hui, on le voit, on s'attend à une action majeure. Les Ukrainiens savent qu'ils vont être seuls à résister militairement, donc ils prennent les mesures pour pouvoir résister militairement aux actions, quelles qu'elles soient, à partir du Donbass, de la zone actuelle ou ailleurs. Et ce qui est inquiétant, c'est de voir qu'à Kiev, on commence à s'en inquiéter. Pour moi, le président Poutine, autant il peut mener des actions à partir du Donbass pour complètement contrôler le Donbass et en direction de la Crimée, autant vers Kiev, il peut le faire. Certainement, les chars russes pourraient arriver à Kiev, il n'y a pas de problème. Mais garder cette zone, l'Ukraine, sous le joug russe, on parlait du joug soviétique autrefois, ça me paraît quelque chose d'extrêmement compliqué pour lui, avec des pertes certainement. Et là, à un moment ou à un autre, la population russe, qui ne veut pas la guerre, pourrait quand même être amenée à se poser des questions. On rappelle que selon les Américains, en tout cas 170 000 soldats russes sont actuellement stationnés aux frontières avec l'Ukraine. Quels sont les scénarios possibles dans les heures, dans les jours qui viennent, en matière de conflit? C'est la question à laquelle tout le monde autour de la planète aimerait pouvoir répondre. Ce qui paraît le plus probable, effectivement, c'est que les Russes, dans un premier temps en tout cas, se contentent, entre guillemets, des deux républiques dont ils ont... les deux pseudo-républiques dont ils ont reconnu l'indépendance entre guillemets, parce qu'effectivement, là, d'un point de vue militaire, c'est pas compliqué pour l'armée russe qui a tous les moyens et qui peut rester là à peu de frais, si j'ose dire. Et à ce moment-là, c'est là où l'Occident, une nouvelle fois, va être mis à l'épreuve. C'est-à-dire que si on renonce complètement à tout ce qui est militaire, pour éviter encore une fois la Troisième Guerre mondiale, il va falloir trouver un moyen soit de sanctionner la Russie pour justement conduire Vladimir Poutine à la table des négociations, soit continuer pour l'instant à ne pas lui parler pour qu'il comprenne, lui, qu'il doit venir à la table des négociations parce que sinon, le reste de la planète, en gros, va lui tourner le dos. Mais c'est vrai que c'est un jeu extrêmement dangereux parce qu'en plus, ce qu'on ne peut pas exclure, et je pense que le général sera d'accord avec moi, c'est une provocation sur le terrain. De quelque côté que ce soit d'ailleurs.
soit du côté des Russes pour pouvoir aller plus loin justement que les deux fameuses républiques devenues indépendantes, soit de la part des Ukrainiens pour une espèce d'appel à l'aide, c'est-à-dire qu'il y ait une attaque russe et qu'à ce moment-là, effectivement, les Occidentaux se disent il faut qu'on aille un peu plus loin quand même pour aider l'Ukraine. Alors, encore une fois, il n'est pas question, par exemple, que des soldats américains aillent en Ukraine, mais renforcer encore l'armement. Et à ce moment-là, évidemment, plus on envoie du matériel militaire, et plus ça peut aller crescendo, et plus c'est incontrôlable. Parce que là, l'impératif d'aujourd'hui et des jours qui viennent, c'est de contrôler la situation. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de dérapage qui conduise effectivement à un moment où là, on ne saura plus sur quel bouton appuyer pour encore réussir à gérer cette crise. Ce qui est sûr ce matin, c'est que l'Ukraine se prépare à la guerre, elle mobilise ses réservistes, elle demande à ses ressortissants basés en Russie de rentrer au pays immédiatement. Vladimir Poutine a également pris la parole ce matin. Le président russe se dit prêt à discuter, prêt au dialogue, mais sous condition. Écoutez. Notre pays est toujours ouvert à un dialogue direct et honnête pour trouver des solutions diplomatiques aux problèmes les plus complexes. Les intérêts et la sécurité de nos citoyens sont pour nous non négociables. On négocie donc selon nos termes, c'est ce que dit, pour résumer, Vladimir Poutine ce matin. Qu'est-ce que vous comprenez, vous, Pierre Laurin, des déclarations du président russe ? Moi, je comprends qu'il faut se garder de lancer par anticipation des jeux de guerre. Bon, ce n'est pas des war games. On n'est pas autour d'une table d'exercice. On est dans la réalité. La réalité, c'est que la Russie a pris une initiative forte, mais elle l'a prise après 7 années de temporisation. Si vous vous souvenez, en 2014 et 2015, la Russie a empêché les deux républiques sécessionnistes de proclamer leur indépendance en leur disant non, 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 vous resterez dans l'Ukraine, mais avec une autonomie. Ce qui était le but d'ailleurs des accords de Minsk II, qui ont été signés il y a 7 ans. Depuis 7 ans, ces accords de Minsk n'ont pas été appliqués. Pour les Russes, c'est la faute des Ukrainiens qui ne veulent pas changer leur constitution, ou plutôt qui la changent dans un sens qui va à l'encontre des accords de Minsk, puisque l'intention d'inscrire l'Ukraine dans l'OTAN est aujourd'hui inscrite dans la constitution du pays. Donc, pour Vladimir Poutine, au cours de la dernière période, où il pensait qu'effectivement, en particulier avec l'aide du président Emmanuel Macron, il allait pouvoir relancer le processus de Minsk, il s'est rendu compte que les Ukrainiens, poussés par les Américains, n'avaient aucune intention de l'appliquer. D'ailleurs, les membres du gouvernement de Kiev, y compris le président Zelensky, l'ont dit d'une manière très claire. Donc, à partir du moment où les accords de Minsk étaient caducs, il n'y avait plus aucune raison d'empêcher les deux républiques autoproclamées enfin, il n'y avait plus aucune raison de ne pas reconnaître la souveraineté de ces deux républiques. Mais maintenant, ce qui est très important, c'est que maintenant la Russie se trouve en position d'attente. Elle n'a pas à déployer des troupes supplémentaires, elle n'a pas à attaquer, elle est dans une situation qui est confortable. Si ce sont les Ukrainiens qui attaquent le Donbass, c'est à leurs risques et périls. Et c'est ça, c'est maintenant la position de négociation de Poutine est là. Catherine Gentil, Dominique Trinquant, je vais vous demander à tous les deux ce que vous avez, vous, compris des déclarations de Vladimir Poutine hier soir. Je précise quand même que ces déclarations arrivent suite aux sanctions annoncées par l'Europe et les États-Unis hier, et on va y revenir juste après. Autant je suis d'accord avec l'analyse sur les causes profondes de l'action russe aujourd'hui, autant je ne suis pas d'accord avec la stratégie. Il y a 48 heures, le président Poutine est allé bien au-delà. L'Ukraine n'existe pas. On ne parle pas du Donbass, on ne parle pas de Lugansk, on dit l'Ukraine n'existe pas. Et la volonté de Poutine est de rétablir un certain nombre de choses. Tout à l'heure, une petite parenthèse, vous parliez de la Troisième Guerre mondiale. Il disait que c'était une création de l'URSS, l'Ukraine, du communisme du début du XXe siècle. Non, mais si vous voulez, pardonnez-moi de raconter mes campagnes, j'ai été en Yougoslavie. Entre 90 et 95, j'entendais Milosevic, Karadzic avoir les mêmes discours, en utilisant l'histoire avec des faits avérés, vrais, mais en l'articulant autour de leur vision stratégique des choses. Et là, le président Poutine a fait exactement la même chose. Il a sa vision stratégique qui est totalement différente de notre monde. Et donc, je pense que toutes les raisons sur l'Ukraine qui n'a pas respecté les accords de Minsk, etc.,
c'est tout à fait vrai. Simplement, sa stratégie aujourd'hui, c'est ailleurs, ça va beaucoup plus loin que ça. Ça va plus loin parce qu'il veut réinstaller la Grande Russie, je ne parle pas de l'URSS, la Grande Russie, la Biélorussie en fait partie, l'Ukraine en fait partie, et il veut rétablir tout ça. Et pour ça, il utilise la force. Et aujourd'hui, la négociation, pour lui, n'est qu'une position d'attente, une position pour lui permettre de mettre en place ses forces pour pouvoir les utiliser. Catherine Gentil, en quelques mots, parce que j'aimerais qu'on parle des États-Unis aussi avec Jean-Éric Brana. Oui, alors moi je pense qu'en fait, là, Vladimir Poutine, effectivement, il est en position de force dans le sens où il a déployé ses pions sur, parce qu'on dit que c'est un grand joueur d'échecs et un grand joueur de Go, et qu'effectivement, là, il est en train de pousser les Occidentaux à s'interroger sur leurs propres contradictions, c'est-à-dire qu'effectivement, ils utilisent des sanctions, mais des sanctions qui risquent effectivement d'avoir des conséquences graves pour eux-mêmes. Et je ne pense pas qu'il veuille récupérer toute l'Ukraine, Vladimir Poutine. Je pense qu'il a prouvé quand même qu'il est conscient du principe de réalité. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que depuis des années maintenant, on s'en rend compte, il a tout organisé pour pouvoir arriver aujourd'hui à cette crise en étant justement le moins possible la cible de sanctions des Occidentaux, la manière dont il a détourné le SWIFT, dont il n'aura plus besoin forcément maintenant, alors qu'on pensait SWIFT, c'est un système bancaire pour payer. Voilà. Exactement, dont on pensait que c'était l'arme atomique contre lui, parce qu'effectivement, ça devait bloquer complètement l'économie de la Russie, et on se rend compte qu'il a anticipé en passant des accords, notamment avec les Chinois, Et puis, il existe etc. un système annexe qui est moins performant, mais qui existe. Qui est plus lent. Alors, c'est sûr que ce sera un handicap, mais ce sera pas le petit bouton rouge qui bloque tout. Donc je pense qu'il a compris qu'il pouvait aller jusque là. Il a très bien compris que s'il allait pas plus loin, ce serait difficile justement qu'il y ait des contre-mesures très efficaces. Et maintenant, il attend de voir comment les Occidentaux vont se sortir, eux, de cette paralysie. En attendant, les Occidentaux, ils ont annoncé des mesures, des sanctions, la suspension de l'autorisation du gazoduc Nord Stream 2, la fin des financements occidentaux pour les élites russes et certaines institutions, l'annulation de visas pour les parlementaires russes. Et aux États-Unis, il y a évidemment à la manœuvre le président Biden, qui est démocrate, vous le savez, mais aussi les républicains. Écoutez, Lindsey Graham, c'est un sénateur américain, c'est quelqu'un dont la voix compte aux États-Unis. Écoutez bien ce qu'il dit de Vladimir Poutine. Ce sont les années 30 qui recommencent. Ce que Poutine a fait, c'est déchirer un accord conclu il y a 25 ans. C'est exactement ce qu'Hitler a fait dans les années 30. Et la réponse à Hitler a été une série d'accommodements jusqu'à ce que la situation devienne tellement incontrôlable que nous avons été obligés d'agir, et c'est ce qui a créé la Deuxième Guerre mondiale. Ce que disait Ségolène Royal ce matin ici même, c'est que les Américains sont en train de jouer un double jeu avec cette crise en Russie. Elle leur permet notamment, évidemment, d'affronter Vladimir Poutine, mais d'affaiblir l'Europe et son économie. Vous avez entendu les mots très forts de ce sénateur. Il compare Vladimir Poutine à Adolf Hitler. Je ne vais pas vous demander de me dire si c'est vrai ou pas, mais est-ce qu'il y a un double jeu américain dans cette affaire ? C'est là on rentre dans la politique. C'est effectivement, il y a un anti-américanisme assez fort qui s'est développé depuis quelques jours. On l'a vu quand Joe Biden a pris cette technique de communication qui était d'afficher tout ce que faisait Poutine dans le but de l'affaiblir en disant voyez, c'est ce qui va arriver, donc il pourra pas dire que ce n'est pas vrai. On a eu en France et en Europe de façon générale cet anti-américanisme latent qui est remonté. Donc aujourd'hui, on peut, c'est là où je parle de politique, on peut interpréter d'une façon ou d'une autre. Moi, ce que je crois, d'abord, c'est, vous avez eu raison de montrer Lindsey Graham, parce que c'est les Républicains. C'est les Républicains, le pôle fort des Républicains. Ils sont tous comme lui. Ils pensent, à part les plus extrêmes, ce qu'on appelle les QAnon et Donald Trump, c'est ça. Mais de façon générale, tout le parti républicain est exactement sur cette ligne. Il demande des sanctions depuis plus de 20 jours déjà. Et il les demande très fortement. Mais vous avez rappelé que celui qui est à la manœuvre, c'est Joe Biden. Et c'est pas n'importe qui, Joe Biden. C'est en 90-94, Joe Biden était le président de la Commission des Affaires étrangères. C'est lui qui a convaincu les Américains et le président américain d'intervenir en ex-Yougoslavie avec les forces de l'ONU. Et on est dans une situation assez analogue aujourd'hui. C'est un homme qui veut foncièrement la paix, mais qui n'a pas peur de faire la guerre. C'est très important. Quand on connaît le type de chef d'État qu'on a quelque part, on peut se mettre à parler. On parle beaucoup de Poutine depuis quelques jours. Avec quel type de psychologie est Poutine ? On devrait s'intéresser davantage à Biden, parce que c'est celui qui est en face directement, et Poutine le sait bien. Je vous rappelle en 2 mots,
17 mars l'année dernière, Biden vient d'arriver au pouvoir, il parle de Poutine, il dit c'est un tueur. Juin, il vient en Europe à l'OTAN, il dit Poutine est un homme qui ne respecte pas les droits de l'homme. Or, moi, c'est la base de mon programme. Et aujourd'hui, si ça dégénérait sur le terrain, et le général Trinquant l'a expliqué tout à l'heure, il dit une guerre, on ne sait pas où ça va. Et tout est possible si Poutine dégénérait en Ukraine. La fameuse maxime qui est pas un soldat américain sur le terrain, eh bien elle se volera en éclats parce qu'à ce moment-là, Biden s'adresserait à l'ONU en disant il y a quelque chose à faire, on ne peut pas laisser à la porte de l'Europe, à la porte de l'OTAN, des exactions se poursuivre. On n'en est pas là, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on doit avoir dans les têtes et on doit s'intéresser au moins autant à Joe Biden qu'à Vladimir Poutine si on veut comprendre ce qui est en train de se passer. Avant de parler du premier meeting de campagne d'Emmanuel Macron, on l'a appris ce matin, ce sera le 5 mars et ce sera à Marseille. Julien Arnaud a toutes les informations, il est avec nous sur ce plateau. Vous vouliez réagir, Pierre-Laurent, en quelques mots, s'il vous plaît, sur ce sujet. Simplement, c'est vrai que ce qui s'est passé en Yougoslavie et que vous avez vécu, vous avez vu les opposants, les adversaires réagir selon leur histoire et leur mentalité. Mais nous faisons tous cela. La crise ukrainienne, nous ne l'envisageons pas du point de vue des Russes et même pas réellement du point de vue des Ukrainiens. Et ça, c'est ça le prisme déformant qui fait que nous ne parvenons pas à comprendre où va s'arrêter Poutine. Selon moi, il a obtenu ce qu'il voulait, c'est-à-dire mettre les Occidentaux et surtout les Ukrainiens devant le risque d'être eux ceux qui déclenchent la future guerre. Et lui, à mon avis, ne va pas aller plus loin. Merci Pierre-Laurent et merci à tous d'être venus ce matin pour essayer de nous faire avancer.